Bonjour, bonjour, et bienvenue pour cette nouvelle critique, cette fois dans un cadre un petit peu plus chaleureux et varié visuellement, j'espère, pour vous parler cette fois de Atomic Blonde, sorti le 16 en France, le 16 août donc 2017, et réalisé par David Leitch, à qui on doit déjà le très bon John Wick, premier du nom, et à qui on devra en 2018 d'ailleurs la suite de Deadpool, donc Deadpool 2, cas où vous... Hein, ce qui est une bonne nouvelle, parce qu'après avoir vu Atomic Blonde et John Wick donc, savoir que c'est le même gars qui va s'occuper de Deadpool 2, je pense qu'on est plutôt bien parti. Le premier était déjà très bien, hein, voilà. Mais de toute façon, là, on est ici pour parler d'Atomic Blonde et pas de Deadpool. Alors, du coup, Atomic Blonde, avec Charlize Theron, je pense que ça doit se prononcer comme ça en vrai, Sofia Boutella et James McAvoy dans les rôles principaux. D'ailleurs, plutôt Charlize Theron et James McAvoy, Sofia Boutella aussi, mais c'est plutôt elle arrive plutôt après. Donc, pour l'histoire, ça se passe ça se passe à Berlin essentiellement en 89, donc juste avant, très peu de temps avant la chute du mur de Berlin. C'est un contexte qui va avoir son importance pour l'histoire. Donc Lorraine, espionne, agent secret, tout ce que vous voulez, du MI6 est engagée par le MI6 pour retrouver un ex-agent infiltré du MI6, donc qui était en mission à Berlin. Dans cette période-là. Donc elle est engagée pour enquêter sur sa disparition, entre autres. Et je crois même que c'est plus précis que ça encore, mais j'hésite parce que je sais plus si c'est un spoiler ou pas, donc je vais pas vous le dire dans le doute. Et donc elle va rencontrer rapidement sur les lieux un certain David, donc joué par James McAvoy, donc autre agent du MI6, avec qui elle va devoir plus ou moins faire équipe, vu qu'ils enquêtent sur la même chose. Leur objectif étant, en fait, entre autres, donc d'enquêter sur le problème relatif à l'ex-agent infiltré, donc à qui il est arrivé des bricoles. Donc leur objectif étant essentiellement de mettre la main sur la fameuse liste qui contiendrait les noms de toutes les personnes corrompues, de près ou de loin, toutes les personnes impliquées dans toutes les magouilles gouvernementales, bref, qui pourraient porter préjudice au gouvernement britannique, entre autres. Enfin voilà, tous les traîtres, tout ce beau monde. Donc voilà, ça c'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir sur ça, enfin sur l'histoire, puisque voilà, ça permet de donner un scénario assez simple. On identifie assez rapidement les enjeux et ça évolue plutôt bien. Le scénario est très bien, enfin très bien. Oui, il y a son lot de rebondissements, si je puis dire. C'est assez, ça fait le taf, oui, c'est bien. Quelques surprises même d'ailleurs. Mais c'est pas du scénario dont j'ai envie de vous parler. Je vais vous parler du fait déjà que le film est bon, mais simplement il faut que je vous explique pourquoi il est bon. Et donc voilà, il faut que vous puissiez me croire un petit peu, sans vous spoiler. Je vérifie juste que j'ai abordé tous les points. Donc oui, c'est adapté de la bande dessinée The Coldest City, apparemment, si je dis pas de bêtises, qui est écrite par... Ça je l'ai pas noté, donc vous irez voir, vous êtes grand, si ça vous intéresse. Et donc voilà, je vais parler très vite fait de l'acting, en commençant par James McAvoy, parce que James McAvoy, donc l'acteur qui en doit la dernière incarnation de Professeur X dans X-Men, qui commence, mine de rien, à se trouver une petite... c'est-à-dire, j'ai jamais trouvé que c'était un mauvais acteur ou quoi que ce soit, mais j'ai commencé à trouver que c'était un bon acteur, voire un excellent acteur, à partir de Split, de M. Night Shyamalan. Et là, du coup, de le voir dans ce film-là, c'est pareil. Ça confirme, en fait, j'ai l'impression que là, il commence à avoir des rôles un peu plus de... Enfin, après, je ne sais pas ce qu'il a fait avant X-Men, ou très peu. Je me demande s'il n'avait pas fait Wanted, je sais plus si c'était avant ou après.
Mais il commence à se donner ces styles un petit peu de bad boy ce qui lui va plutôt bien d'ailleurs. C'est vrai que de le voir sous ce jour-là, c'est assez grisant, mine de rien, parce que il sait se donner vraiment ce côté un peu. Ouais, un peu pas commode, quoi. Ce dont on pourrait douter quand on l'a vu par exemple dans X-Men ou même dans d'autres choses, c'est-à-dire qu'il est. Finalement, il est beaucoup plus stock, beaucoup plus. Voilà, qu'on pourrait le croire, et c'est chouette. C'est assez chouette de le voir dans ce domaine-là, et donc. C'est un acteur qui sait ce qu'il fait, mine de rien, donc c'est cool de le voir là. En ce qui concerne Charlize Theron, je pense vraiment que ça se prononce comme ça. Enfin voilà. Sinon je vais dire Charlize Theron comme tout le monde, hein, ça ira plus vite de toute façon. Et elle est très bonne aussi. Elle est très bonne. Au début, j'étais pas convaincu parce que son personnage, c'est un petit peu la caricature de l'agent secret, enfin espion, tout ça que vous voulez, qui est très froid. Je pense que c'est voulu, hein, si la bande dessinée c'est The Coldest City, ça doit être, ça doit bien venir de quelque part. Enfin, ça doit faire écho. Et, du coup, c'est vrai qu'au début, j'ai senti un petit peu comme ce côté déjà vu Enfin là, j'ai plutôt parlé du personnage que de l'actrice. C'est-à-dire que l'actrice incarne très bien ce personnage, il n'y a pas de problème. Mais ce côté un petit peu... Pour le coup, elle aussi, elle est stock. Elle est très froide, elle est très sérieuse. Et c'est ce qui au début j'ai cru que ça allait me déplaire parce que mine de rien c'est un stéréotype dans ce genre d'agent secret, enfin on l'a déjà vu plein de fois. Rarement interprété par une femme ceci dit. Donc là c'est vrai que ça rajoute un petit côté un petit côté un peu original, si je puis dire. Enfin il y a d'autres films dans lesquels ça arrive. Il y avait la fille dans Edge of Tomorrow, je me souviens plus de son nom. Qui faisait un peu ce style-là aussi, à qui ça allait très bien. Et donc voilà, mais finalement, le personnage se révèle être plus intéressant qu'au premier abord. Et donc c'est plutôt un bon point aussi, je trouve ça... C'est Charlize Theron, non, très bien. Je me souviens vraiment plus dans quoi je l'ai vu, mais je pense que je me souviendrai vraiment de son rôle dans Atomic Blonde, parce que... Ouais, c'est bien. Et c'est surtout bien pour une raison à laquelle je vais venir assez rapidement, enfin quand j'aurai parlé de la bande son, mais qui donc en fait me pousse à vous encourager à aller voir ce film. Mais ouais, je voudrais revenir d'abord sur la bande son, qui est cool en fait. Non, faut que je dise un peu autre chose que le fait qu'elle soit cool. C'est quelque chose de très... C'est des morceaux un peu funky. D'ailleurs, vous pouvez vous en douter si vous regardez la bande-annonce du film, ce qui pour le coup là ne pose a priori pas de problème, il n'y a pas de spoiler dans la bande-annonce. Du moins, j'ai pas spécialement remarqué. Ah, si vous y allez sans la bande-annonce, c'est toujours mieux, hein, bien sûr. Mais là, je pense que vous perdrez rien si vous la regardez avant. Et mais alors c'est-à-dire que effectivement la bande-annonce, de par sa bande-son qu'on retrouve dans le film, donne un côté assez funky qui finalement est totalement absent de tout le reste des éléments du film. C'est-à-dire que quand je parlais du fait que le personnage principal, Lorraine, donc, est très sérieuse, et que le reste du film est sérieux, il y a quelques trucs un petit peu plus décalés, mais dans l'ensemble ça reste extrêmement... oui, carré. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire un film délirant à la Kick-Ass. Je dis cet exemple parce que les affiches aiment bien le comparer à Kick-Ass. Non, Kick-Ass est un film qui a ses moments sérieux, et ses moments dramatiques, et ses moments beaucoup plus fun, beaucoup plus décalés, presque parodiques, voire grotesques, dans le bon sens du terme. C'est pas du tout ce que vous retrouverez dans Atomic Blonde, je veux dire, à part quelques belles mandales qui vous feront rigoler si elles vous choquent pas tellement elles sont violentes. Enfin, ce genre de violence à la Tarantino, presque, on va dire. Non, clairement, tout le contexte, les enjeux du film, le déroulement, l'intrigue, tout ça, reste dans un aspect sérieux. C'est pas, ça vous fera rire, mais ça vous fera rire par sadisme peut-être, presque parce que ce sera jouissif, certains gunfights, certaines bastons, tout ça. Donc c'est... donc dans le bon sens, hein, bien sûr. Et preuve qu'on a tous besoin de voir un peu de violence au cinéma parfois, triste à dire, mais bien quand on voit un bon film comme ça.
Et du coup, voilà, le seul truc qui dénature un peu avec ça, c'est la bande son. Alors quand je dis qu'elle dénature, c'est juste pour dire qu'elle, elle est, voilà, elle est truc, mais elle va très bien avec. Hein, ça c'est, y a pas de souci. Ça donne, elle est même tellement présente et tellement bien intégrée, un peu de façon fluide, ça donne presque un aspect clipesque au film. C'est-à-dire que la bande son, c'est essentiellement de l'espèce de synthé pop avec énormément de basses qui presque englobe le reste du film. C'est-à-dire que vous avez vraiment l'impression d'avoir votre casque sur les oreilles dans la salle de ciné et de voir des images avant. C'est-à-dire que vous avez quand même le son des coups de feu, des mandales, tout ça. Mais c'est comme si c'était enveloppé. J'aime beaucoup. Il y a plein de films qui font ce genre de choses, qui cassent justement, à certains moments par exemple, ou même certains films de Tarantino, voilà, qu'on reste un peu dans ces exemples-là. Enfin bref, plein d'autres films. Hein. Les films de Nicolas Winding Refn aussi, qui sont souvent très axés là-dessus, surtout avec des bandes son électro un petit peu, surtout The Neon Demon, qui avait cette esthétique sonore un petit peu hypnotique. Et voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans Atomic Blonde, qui moi me plaît. Moi perso, j'aime beaucoup ce genre de choses. Même si au début j'ai eu peur que ça serve un peu de cache-misère. Parce que ouais, j'étais pas convaincu dès le début, mais finalement non. Bref, maintenant je vais vous parler de ce qui fait que le film passe de bon à super à partir d'une certaine scène, donc que je vais pas vous raconter évidemment, c'est une scène qui intervient quand même assez tard dans le film, un peu plus de la moitié. Le reste du film est très bon jusque-là, il n'y a pas de souci, je vous envoie pas voir un film où vous allez vous faire chier pendant la première moitié et après trouver que le film démarre. C'est-à-dire que le film fait vraiment bien le taf jusqu'à ce moment-là. Mais voilà, il fait le taf. Moi-même, j'étais en mode oui, c'est très bien, je sais pas si je le reverrai. Puis est venue cette scène qui est un plan séquence de 15 minutes de malade. De malade. Attention, je vous parle pas des très bons, certes, plans séquences que peuvent vous faire Scorsese dans Gangs of New York ou ouais, dans Iñárritu, c'est un peu à part parce que lui, il adore ça. Donc, ce genre de plan séquence qui est juste pour le style et où ça va juste vous montrer des décors, ça non. Non, là, je vous parle d'un plan séquence de 10-15 minutes sur une baston qui se passe dans 3 lieux différents. Et c'est là que je commence à me poser des questions. Faudrait que je regarde le making-of. Peut-être peur de casser le mythe, mais je pense que Charlize Theron, soit elle a une cascadeuse, mais ça, je sais pas à quel moment ils auraient fait les transitions. Enfin, certes, le cinéma est gorgé d'astuces pour ça. Mais là, c'est-à-dire que vous allez avoir ce plan séquence, vraiment, c'est toute une scène, enfin, c'est même 3 scènes, en fait. Je sais pas pourquoi les couleurs ont changé subitement, là. Bref. Attends, que j'écrase pas mon chat, voilà, c'est ça. Aïe! C'est ça. Fais comme si t'étais toute seule, toi. Et c'est quasiment 3 scènes en une, c'est-à-dire dans 3 lieux différents. Et la caméra va bouger à une vitesse qui va tantôt vous montrer des gros plans sur le visage de Lorraine, donc de Charlize Theron, là vous voyez bien que c'est elle et que c'est pas une cascadeuse, et ensuite dézoomer un peu, enfin s'éloigner et voir ce qu'elle fait, enfin à côté quand elle se bat, et c'est... Donc visiblement c'est elle, à moins qu'ils aient filmé 2 fois, je sais pas. Je sais pas, ce serait pas aussi propre, je pense, s'ils avaient collé bout à bout. Enfin, si, il y a des moments, on voit, ça regarde un mur et on se dit, à tel moment, ils ont pu couper la caméra et reprendre. Après, on se doute bien que c'était pas un vrai plan séquence qui a été filmé 15 minutes d'affilée. Je veux dire, on s'en doute, mais ça se voit pas. C'est ça qui est fort, c'est-à-dire que c'est maîtrisé. Et c'est surtout ça qui... Attendez, parce que... Je sais pas. Et c'est ça qui est... c'est ça qui est très fort. Parce que comment dire... on peut toujours imaginer les astuces qui ont été utilisées pour le faire, mais quand ça se voit pas, c'est que c'est réussi. Et là, c'est foutrement réussi, parce qu'à partir de cette scène-là, enfin,
plus elle progressait. En plus, c'est ça qui est génial avec les plans séquences qui vous en mettent plein la vue, c'est que vous savez pas quand ça va terminer, et vous êtes en train de croiser les doigts en vous disant « Attends, c'est toujours le même truc, c'est toujours super classe, à quel moment ça va se terminer ?» Et là, c'est vraiment pas juste pour le style, c'est vraiment une superbe scène d'action. C'est facilement une de celles qui m'ont le plus marqué, je pense, dans plein de films que j'ai pu voir. Parce que la chorégraphie est nickel, extrêmement complexe, je pense, c'est-à-dire il y a plein d'objets qui se cassent, tout ça, donc ouais, de très bons cascadeurs, et potentiellement une très bonne Charlize Theron si c'est elle qui fait ses cascades. Même si... la vache, quoi. J'ose pas imaginer l'entraînement qu'il fallait. Déjà, si vous regardez l'entraînement que Keanu Reeves a dû avoir pour John Wick, le mec s'est bien battu quand même, hein. Le mec l'a mérité, son rôle, voilà. Et bah si Charlize Theron a eu le même souci, on va dire, ou que le réalisateur a eu le même souci, qu'il voulait que ce soit ses acteurs qui fassent ces scènes-là, bah là, elle a le droit à une récompense ou deux, parce que franchement, elle a dû en chier, elle a dû vraiment en chier. Et donc voilà, c'est à partir de cette scène-là que c'est vraiment que le film est passé de bon à marquant, quoi, vraiment. Enfin, en tout cas, cette scène, quoi. Et le reste du film est très bien après, hein, bien sûr. Le reste du film vaut le coup autour. Je suis pas en train de vous envoyer voir un film dans lequel il va y avoir une scène génialissime, encore que cette scène vaudrait presque à elle seule le visionnage du film. Mais non, c'est pas l'objectif. Le reste du film est quand même très bon, mais on va dire que l'apogée atteint à cette scène, que ce sera la vraie force. Ce sera à partir de ce moment-là que ça deviendra vraiment excellent. Voilà, je crois que j'ai pas grand chose à dire, c'est génial, j'arrive à être en dessous des 20 minutes. J'ai bien progressé du coup. Donc voilà, à part vous encourager à aller voir Atomic Blonde, si vous aimez les trucs qui dépotent un peu comme ça, que vous n'êtes évidemment pas sensible à la violence, ou vous n'y êtes pas sensible en mal, c'est... non, très bonne pioche, vraiment bonne pioche. Je pense que je le reverrai une ou deux fois, ne serait-ce que pour la scène dont je vous parle, qui est colossalement géniale. Je sais même pas si ça se dit, peu importe. Inventons des mots pour la beauté du cinéma qui sait nous émerveiller comme ça. C'est... ouais, allez voir, ne serait-ce que pour cette scène-là. Et le reste du film vous plaira aussi, je pense. Il est très... voilà. Très comics pour le coup. Ça rappellera aussi un peu Sin City, peut-être. Dans la mesure où voilà, ça gère bien avec ces scènes, tout ça. Voilà, je crois que tout est dit. J'ai l'impression d'oublier quelque chose comme d'habitude, mais non, je vois pas. Je vois pas. Je me creuse la tête une dernière fois. Non, écoutez. Ainsi s'achève ce que j'avais à dire pour Atomic Blonde, qui donc vient de sortir, donc profitez-en. Allez le voir si vous aimez, et n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles dans les commentaires si ça vous chante. Ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez, notamment pour cette scène. Enfin voilà. Je vous dis pas laquelle c'est, elle intervient à peu près à la moitié du film, un peu plus loin, je crois. La scène des escaliers, voilà, juste retenez ça, escalier. Et vous verrez quand elle arrivera. De toute façon, vous allez la reconnaître, hein, je veux dire, même sans être un minimum, avoir des yeux un minimum habitués à analyser le cinéma selon tel ou tel code, vous la verrez. Voilà, vous verrez de quoi je parle. Donc voilà, bon film à vous si vous y allez. Et en attendant, voilà quoi. Faites-vous plaisir au cinéma, vous forcez pas et laissez-vous tenter. Comme je le dis toujours, c'était Slive Nonare qui vous parlait de Atomic Blonde en compagnie de son chat, qui a décidé d'élire domicile sur mes genoux au moment où je fais cette vidéo. Allez, salut les gens, prenez soin de vous.